Salut à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose d'étudier avec vous l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent. Après avoir introduit la poussée d'Archimède, je vous montrerai en particulier comment la conservation du débit volumique permet de mettre en évidence l'évolution de la vitesse d'un fluide dans un tube de courant de section non constante. Je verrai également avec vous la célèbre relation de Bernoulli, rendant compte de la dynamique d'un fluide en régime permanent, et l'une de ses applications appelée l'effet Venturi. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Un corps solide en équilibre, immergé dans un fluide, subit de la part de celui-ci une force verticale appelée poussée d'Archimède, notée vecteur A, dirigée vers le haut et de valeur égale à celle du poids du volume d'eau déplacé. Elle s'applique au centre de masse du fluide déplacé, appelé centre de poussée. Le vecteur A est donc égal à moins la masse de fluide déplacé fois le vecteur G. A noter que le signe moins provient tout simplement du fait que la poussée d'Archimède A est opposée en fait au sens du champ de pesanteur G. Donc en posant la masse de fluide déplacé comme étant égale à la masse volumique ρ du fluide fois le volume de fluide déplacé, nous obtenons l'expression numéro 1 de la poussée d'Archimède telle que celle encadrée. Donc en fonction des valeurs relatives de la poussée d'Archimède et du poids s'appliquant sur un solide totalement ou partiellement immergé dans un fluide, nous pouvons donc isoler trois cas de figure. Le premier est celui d'une bille d'acier qui coule car la valeur de la poussée d'Archimède est inférieure à celle du poids. La deuxième est celle d'une bille de bois qui remonte à la surface car la valeur de la poussée d'Archimède est plus grande que celle du poids. Enfin, dans le troisième cas de figure, la bille de bois flottera car la valeur de la poussée d'Archimède est exactement égale à celle du poids, et ces deux forces se compenseront donc. A noter qu'Archimède de Syracuse était un grand scientifique grec de l'Antiquité, physicien, mathématicien et ingénieur. Parmi ses domaines d'études en physique, on peut citer l'hydrostatique, la mécanique statique et l'explication du principe du levier. Il est crédité de la conception de plusieurs outils innovants, comme la vis d'Archimède. Introduisons quelques éléments de vocabulaire utiles pour la suite. Un fluide peut être considéré comme étant formé d'un grand nombre de particules matérielles, très petites, et libres de se déplacer les unes par rapport aux autres. Un fluide est donc un milieu matériel continu, déformable, sans rigidité, et qui peut s'écouler. Un liquide ou un gaz sont par exemple des fluides. Un régime d'écoulement est dit permanent ou stationnaire, si les paramètres qui le caractérisent, à savoir la pression, la température, la vitesse ou la masse volumique, ont une valeur constante au cours du temps. En régime stationnaire, on appelle ligne de courant la courbe suivant laquelle se déplace un élément de fluide. Une ligne de courant est tangente en chacun de ces points au vecteur vitesse du fluide en ce point. Enfin, on appelle tube de courant l'ensemble des lignes de courant s'appuyant sur une courbe fermée. Donc le débit volumique, dV, en mètres cubes par seconde, est la grandeur physique qui caractérise le volume grand V d'un fluide qui traverse une surface grand S donnée par unité de temps. Dans le cas d'un écoulement uniforme, c'est-à-dire dont la vitesse est la même sur la totalité de la surface normale au champ de vitesse, son expression simplifiée est dV est égal à grand V divisé par delta T. Donc en effet, si on considère une tranche de fluide de volume V et de section grand S, nous pouvons écrire que le volume V, donc emprisonné entre les deux surfaces S, est tel que grand V est égal à grand S fois grand L. De plus, grand L est égal à V fois delta T. Donc en remplaçant ceci dans l'expression du volume, nous pouvons déduire que le volume s'exprime comme étant égal à grand S fois petit v fois delta T, ce qui va donc induire une autre manière d'écrire le débit volumique, à savoir dV est égal à petit v, donc étant la vitesse, fois la surface grand S de la section traversée par le fluide. Donc en régime permanent, pour un fluide incompressible, eh bien, le débit volumique se conservera. Donc cela va induire une conséquence importante en ce qui concerne la vitesse d'un fluide incompressible. En effet, on va montrer qu'en régime permanent, eh bien, cette vitesse dépendra de la section traversée.
Donc en effet, si l'on considère le régime comme étant permanent et pour un fluide incompressible, le débit volumique doit se conserver. Donc ce qui veut donc dire que par rapport au schéma qui vous est donné ici, eh bien je peux écrire que le débit volumique dV doit être égal à V1 fois S1 et doit donc être égal également à V2 fois S2. Or, si la surface S1 est inférieure à la surface S2 traversée par le fluide, eh bien cela induira le fait que la vitesse V1 devra être plus grande que la vitesse V2. Ce qui veut donc dire que la vitesse d'un fluide est d'autant plus grande que la section qu'il traverse est faible. La relation de Bernoulli qui traduit l'écoulement d'un fluide en régime permanent repose sur l'application du théorème de l'énergie cinétique appliquée à une masse petit m de fluide traversant pendant une durée ΔT une section S1 d'un tube de courant. D'après la conservation du débit volumique en régime permanent, la même masse de fluide traverse la section SE2 pendant le même laps de temps. Tout se passe comme si le fluide était passé de la position 1 à la position 2. C'est entre ces deux positions que l'on peut appliquer le théorème de l'énergie cinétique pour trouver la relation de Bernoulli. La démonstration est donnée à titre indicatif, car n'étant pas explicitement à votre programme. Vous pourrez la regarder en détail si vous êtes intéressé en mettant la vidéo sur pause. Pour un fluide incompressible en écoulement permanent, la relation de Bernoulli traduit le long d'une ligne de courant que la somme de l'énergie volumique cinétique 1/2 de ρ fois V au carré, de l'énergie volumique potentielle de pesanteur ρGz et de la pression P se conserve. A noter que Bernoulli était un médecin, physicien et mathématicien suisse célèbre pour ses travaux sur l'hydrodynamique. Une première application de la relation de Bernoulli consiste à se placer dans le cas particulier où V1 est égal à V2 est égal à 0, c'est-à-dire à considérer que le fluide ne s'écoule pas. Donc si l'on remplace V1 et V2 par 0 dans l'expression précédente de Bernoulli, et si l'on étudie ce qui se passe entre deux points M1 et M2, donc à des altitudes respectives de Z1 et Z2, nous allons pouvoir retrouver assez facilement la loi fondamentale de la statique des fluides que vous avez donc étudiée l'année dernière en première, à savoir P2 moins P1 est égal à ρ fois G, le tout facteur de Z1 moins Z2. En particulier, si Z1 moins Z2 est strictement supérieur à 0, alors la pression au point P2 sera plus grande au point P1. C'est par exemple ce que nous observons dans une piscine. En effet, plus nous plongeons profondément et plus la pression exercée par l'eau sur nos tympans est importante. Une deuxième application de la relation de Bernoulli consiste à se placer dans le cas particulier numéro 2, tel que Z1 est égal à Z2, afin d'illustrer ce que l'on appelle l'effet Venturi. Donc si Z1 est égal à Z2 et que nous remplaçons dans l'expression 4 de la relation de Bernoulli, nous trouvons donc facilement la relation numéro 7. Alors, si nous appliquons la conservation du débit volumique, à savoir dV est égal à V1S1 est égal à V2S2 entre deux sections différentes d'un même tube de courant, eh bien, si en particulier nous considérons que la surface S2 est strictement inférieure à la surface S1, il vient alors que la vitesse V2 est plus grande que V1. Donc, ce qui va impliquer le fait que la différence P2 de pression P2 moins P1 donc, va être inférieure à 0, ce qui va donc induire le fait que P2 est plus petit que P1. Donc on va voir apparaître au niveau de la surface S1 une zone de haute pression et au niveau de la surface S2 une zone de basse pression. Donc les zones où les lignes de courant du fluide sont resserrées sont à basse pression et haute vitesse. Donc l'effet Venturi s'observera quand un fluide accélère, c'est-à-dire lorsqu'une dépression apparaîtra. Donc les zones où les dépressions apparaissent sont les zones où les sections de tubes de courant sont faibles et où la vitesse du fluide sera importante. Une autre application de la relation de Bernoulli consiste à obtenir la formule de Torricelli que l'on observe lors de la vidange d'un réservoir. Donc considérons un récipient de section S1 à l'air libre qui se vide par un petit trou de section S2 très inférieur à S1. La vitesse de sortie V2 du liquide au centre M2 du petit trou
est beaucoup plus grande que celle V1 au point M1 de la surface libre du liquide. Le théorème de Bernoulli, valable ici en régime quasi-stationnaire, donne entre les points M1 et M2 appartenant à la même ligne de courant l'égalité suivante. Donc dans la mesure où l'écoulement est quasi-stationnaire et que la vitesse d'un point de la surface libre est quasiment égale à 0, eh bien nous pouvons donc en déduire que V2 au carré sera donc égal à 2G fois Z1 moins Z2, d'où V2 est égal à racine carrée de 2 fois G facteur de Z1 moins Z2, ce qui en posant grand H comme étant égal à Z1 moins Z2 conduit à l'expression bien connue V2 est égal à racine carrée de 2 fois G fois grand H, appelée formule de Torricelli. Une sonde ou tube de pitot est un dispositif utilisé en aéronautique afin de mesurer la vitesse relative de l'avion par rapport à l'air dans lequel il se déplace. Appliquons la relation de Bernoulli sur la ligne de courant joignant les points A et B du schéma ci-dessous. Donc on se placera dans l'hypothèse où ZA est égal à ZB, c'est-à-dire la dénivellation existante entre les deux points A et B sera considérée comme étant négligeable. Donc si on se place dans cette hypothèse, l'égalité précédente traduisant la relation de Bernoulli se simplifie. En outre, on peut remarquer qu'au point B, le fluide est arrêté par la présence de la sonde. En effet, la ligne de courant est perpendiculaire à la surface, ce qui induit que la vitesse au point B du fluide est nulle. Donc en remplaçant ceci dans l'expression précédente, on obtient l'expression simplifiée suivante, à savoir 1/2 de ρ fois VA au carré plus PA est égal à PB, ce qui nous permet donc d'en déduire l'expression de la vitesse du fluide au point A comme étant égale à la racine carrée de 2 divisé par ρ, facteur de PB moins PA. Donc en appliquant la loi fondamentale de la statique des fluides entre le point A et le point B, nous pouvons exprimer la différence de pression PB moins PA en fonction de la masse volumique du liquide contenu dans le tube en U avec la dénivellation H. Et donc on peut donc exprimer la vitesse du fluide au point A comme étant égale à la racine carrée de 2 fois ρ' fois G fois grand H, le tout divisé par ρ. La relation de Bernoulli permet de comprendre le phénomène de portance sur une aile d'avion. Pour la ligne de courant qui se sépare en deux au point A, l'air au-dessus de l'aile doit parcourir un trajet plus long que l'air en dessous de l'aile pour arriver au point B. Or, ces deux flux d'air doivent arriver en même temps au point B. L'air au-dessus de l'aile va donc avoir une vitesse plus grande que l'air situé en dessous, ce qui va créer une zone de surpression en dessous de l'aile et une zone de dépression au-dessus. Il en découlera une force de portance, F de P, dirigée vers le haut. Dans la vie réelle, on observe deux types d'écoulement d'un fluide, l'écoulement laminaire et l'écoulement turbulent. Ce dernier génère dans le sillage de l'objet autour duquel s'écoule le fluide des tourbillons encore appelés vortex. Cela est notamment le cas aux extrémités des ailes d'avion. Les tourbillons augmentent les forces de frottement et donc la consommation de l'avion. Des dispositifs anti-vortex aux extrémités des ailes de certains avions de ligne permettent de réduire ce phénomène de tourbillon lié à un écoulement turbulent. Voilà, j'espère que vous en savez désormais un peu plus sur l'écoulement d'un fluide incompressible en régime permanent. Je vous remercie de votre attention et vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. À bientôt.